Bonjour messieurs, on m'a appelé. Vous êtes en train de repérer l'endroit, peut-être un coup à préparer pas loin. Montrez-moi une pièce d'identité. On est juste en train de prendre le petit-déj, monsieur. Et on n'est pas obligé de montrer nos papiers sans raison, et là, il n'y en a pas. En fait, vous savez quoi, levez-vous. Tous les deux. Soit vous sortez tout de suite. En fait, agence fédérale. L'agent Brandon Mitchell est entré dans le dîner de Rosie un mardi matin après un appel vague au sujet de 2 hommes noirs français suspects. Il a balayé la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux se posent sur le détective Marcus Hall et Isaiah Grant, dans une banquette au fond, en train de relire des notes d'enquête au-dessus d'un petit déjeuner. Puis il a foncé vers leur table sans saluer, sans la moindre observation, exigeant des pièces d'identité comme s'ils étaient des suspects sur une scène de crime. Quand les détectives lui ont expliqué calmement qu'ils n'avaient aucune cause probable et qu'ils violaient leurs droits constitutionnels, Mitchell a balayé ça d'un revers de main. Votre genre a toujours l'air suspect. Et quand ils ont refusé de partir après qu'il a contrôlé leurs identités et n'a rien trouvé, il a sorti ses menottes et a menacé de les traîner hors du dîner devant des témoins. Et quand le propriétaire du diner a tenté d'intervenir pour défendre ses clients qui payaient, Mitchell a menacé de l'arrêter lui aussi pour entrave aux opérations de police. Ce que l'agent Brandon Mitchell ne savait pas, ce qu'il allait apprendre à ses dépens devant un dîner rempli de téléphones en train de filmer, c'est que les 2 hommes noirs français qu'il tentait d'arrêter étaient des détectives sous couverture en service actif et que toute l'interaction était enregistrée par sa propre caméra piéton et que ses suppositions racistes allaient lui coûter son badge et coûter à la ville de Charlotte près de 1,5 million de dollars en accords amiables. Avant d'aller plus loin, vous nous regardez depuis quelle ville ou quel pays? Écrivez-le en commentaire. On adore voir d'où vous nous suivez. Et si vous pensez que 2 hommes noirs français devraient pas pouvoir prendre leur petit déjeuner sans être traités comme des criminels, likez la vidéo et abonnez-vous. Rosie's Diner, un mardi matin, avait ce rythme constant qui vient d'années passées à être exactement ce qu'il doit être. Le café arrivait avant même que vous ayez besoin de demander. Des serveuses qui se souvenaient de la façon dont vous aimiez vos œufs. Des banquettes qui avaient entendu 1000 conversations et en entendraient de 1000 autres. Le genre d'endroit où l'on vient non seulement pour manger, mais aussi pour s'asseoir un moment et ralentir le monde. Dans la banquette du coin, près de la fenêtre du fond, Kelvin Price et Rashad Monroe étaient assis côte à côte. Kelvin avait 38 ans, 12 ans au Charlotte Police Department, actuellement affecté à la division stupéfiants, l'homme sur des opérations sous couverture qui exigeaient qu'il se fonde dans des environnements que la plupart des policiers ne voient jamais. Rashad avait 34 ans, 9 ans de service, même unité, même type de travail. Ils étaient habillés comme des détectives sous couverture, s'habillent quand ils ne veulent pas attirer l'attention. Jeans, sweat à capuche, rien de tape à l'œil, mais ils portaient encore le poids du boulot. Kelvin avait son téléphone sur la table, il était en train de revoir des notes de surveillance sur une affaire qu'il montait. Rashad passait en revue une liste de contacts à rappeler plus tard dans la semaine. Ils avaient commandé 20 minutes plus tôt. Œufs, toast, café. Un petit déjeuner qui ne demande pas de réfléchir. La serveuse avait apporté le café en premier et leur avait dit que la nourriture arriverait dans 5 minutes. Ils avaient hoché la tête et repris leur conversation. Surtout du boulot. Quelques noms, quelques adresses, dans les détails qu'on répète quand on construit une affaire, parce que chaque morceau compte. Kelvin était assis, dos au mur. C'était une habitude, pas de la paranoïa. 12 ans de police vous apprennent à vous placer là où vous voyez la porte. Et Kelvin le faisait depuis si longtemps qu'il n'y pensait même plus. Rashad était en face de lui, téléphone posé face contre table, tasse de café à la main. Ils avaient au l'air de 2 hommes en train de prendre leur petit déjeuner et de parler. Ce qui était exactement le cas. Le dîner était animé, mais pas bondé. Une quinzaine de personnes disséminées dans les banquettes et sur les tabourets du comptoir. Un couple près de la fenêtre. Un homme âgé au comptoir, journal ouvert. Une femme avec un ordinateur portable 2 banquettes plus loin. Normal. Calme. Le genre de mardi matin où rien n'est censé arriver. Et puis l'agent Todd Harrington a franchi la porte d'entrée.
Todd Harrington avait 29 ans et 5 ans au Charlotte Police Department. Il faisait de la patrouille dans le secteur du centre-ville et au fil de ces 5 années, il s'était construit une réputation que ses supérieurs avaient documentée, sans jamais y répondre. 3 plaintes formelles, déposées par des résidents issus de minorités, affirmant qu'Harrington les avait arrêtés sans motif, interrogés de façon agressive et traités comme des suspects sur la seule base de leur apparence. Et les 3 plaintes avaient été examinées, puis classées sans suite. Le schéma existait, rangé dans son dossier. Personne n'avait jamais rien fait. Ce matin-là, Harrington a reçu l'appel de la centrale à 9h08. Les détails étaient vagues au point d'être inutiles. Un client de Rosie's Diner avait appelé pour signaler 2 hommes noirs français qui avaient l'air suspects, qui pourraient repérer les lieux, qui pourraient potentiellement préparer un braquage de banque. Aucune description d'un comportement précis, aucune observation d'un crime, juste 2 hommes noirs français assis dans un dîner et quelqu'un qui n'aimait pas ce que ça lui faisait ressentir. Harrington a pris l'appel et a conduit jusqu'au dîner, sans demander de précision. Il est entré à 9h14. La première chose qu'il a faite, balayer la salle du regard. Ses yeux ont glissé sur le couple blanc près de la fenêtre, sur l'homme âgé au comptoir, et sur la femme à l'ordinateur, puis ils se sont arrêtés sur Kelvin et Rashad, 2 hommes noirs français, banquette du coin, sweats, téléphone sur la table. Harrington s'est dirigé droit vers eux sans parler à la serveuse, sans vérifier auprès du propriétaire, sans même observer leur comportement 10 secondes. Il avait déjà décidé ce qu'il regardait. Il s'est arrêté au bord de leur table et a dominé la banquette, les mains posées sur sa ceinture. Pièce d'identité. Maintenant. Kelvin a levé les yeux de son téléphone. Rashad a reposé sa tasse de café. Ils ont tous les deux mis 1 seconde à comprendre. Un policier en uniforme, au-dessus de leur table. Aucun bonjour, aucune explication, juste une exigence. Kelvin a parlé en premier, calme mais interrogatif. « Pardon ?» Harrington n'a pas répété poliment. Sa voix était plus forte cette fois, plus tranchante. J'ai dit « pièce d'identité, maintenant ». Rashad s'est légèrement adossé à la banquette, main visible sur la table. « C'est à quel sujet, agent ?» La mâchoire d'Harrington s'est crispée. Quand il a parlé, il y avait une pointe dans la voix qui n'existait pas 1 seconde plus tôt. « J'ai reçu un appel. Personne suspecte. 2 hommes noirs français qui pourraient repérer l'endroit. Peut-être préparer un braquage de banque. Dès que je suis entré et que je vous ai vu, je n'ai eu aucun doute que ça pouvait être vrai. » Il a marqué une pause, les a regardés l'un après l'autre, puis a ajouté « C'est ce que fait généralement votre genre. » L'air autour de la table a changé. Kelvin l'a senti immédiatement, le passage de l'incompréhension à la certitude. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une confusion, c'était exactement ce que ça semblait être. Les mains de Rashad sont restées sur la table, mais sa voix avait un poids nouveau. « Agent, vous venez d'arriver à notre table et d'exiger nos pièces sans cause probable. C'est une violation de nos droits au titre du 4e amendement. » Harrington n'a pas reculé. Il s'est penché légèrement, condescendant. « Je dois me répéter? Quelqu'un a signalé ça. C'est mon boulot de savoir qui vous êtes, donc je vais vous le demander une dernière fois. Pièce, maintenant. » Kelvin a gardé une voix posée, mais il y avait de l'acier dessous. « On prend juste le petit déjeuner. Les hommes noirs français n'ont pas le droit de prendre le petit déjeuner ?» Rashad a ajouté, les yeux fixés sur le visage d'Harrington. C'est parce qu'on est noir? Harrington n'a pas hésité. Il n'a pas baissé les yeux. Il n'a pas adouci son ton. Oui, c'est parce que vous êtes noir. Je ne peux pas m'empêcher de vous suspecter. Donc vous feriez mieux de coopérer avant que ça dégénère. Kelvin s'est penché légèrement en avant. La voix basse mais claire. C'est une menace, agent? Non, a répondu Harrington, platement. C'est un avertissement. Donnez vos pièces, maintenant. Kelvin et Rashad ont échangé un regard. Ils savaient exactement où ça menait. Ils l'avaient pas vu arriver à d'autres. Ils avaient répondu à des appels, où des agents avaient fait monter la tension comme ça. Et là, ils étaient assis de l'autre côté.
Kelvin a parlé distinctement, assez fort pour que les clients autour entendent, assez fort pour que la caméra piéton d'Harrington capte chaque mot. Pour mémoire, agent, vous êtes en train de violer nos droits. Nous ne sommes pas tenus de fournir une identification en l'absence de cause probable. Mais pour éviter une escalade, et sans consentir à quoi que ce soit, nous allons vous présenter nos pièces. Tous deux ont sorti leur portefeuille, ont pris leur permis de conduire et les ont posés sur la table. Harrington les a ramassés, a à peine regardé les noms, puis s'est tourné vers la sortie sans un mot de plus. Il est allé à sa voiture de patrouille pour passer les identités dans le système. Kelvin et Rashad sont restés assis et ont attendu. Le dîner s'était calmé. Les autres clients regardaient désormais, certains sortant leur téléphone. La serveuse était près du comptoir, mal à l'aise, sans intervenir. 3 minutes plus tard, Harrington est revenu. Il tenait les cartes dans sa main et son visage disait ce que Kelvin savait déjà. Rien. Pas de mandat. Pas d'antécédent. Tout était propre. Harrington s'est arrêté à leur table et a lancé les pièces sur le siège entre eux. « Non, vous devez partir. Maintenant. » Kelvin l'a regardé. « Quoi ?» J'ai dit « Partez, tous les deux. Levez-vous et sortez de ce dîner. » La voix de Rashad était maîtrisée, mais dure. « Nous sommes là pour petit déjeuner. Nous n'avons commis aucun crime. Vous n'avez pas le droit de nous expulser. » Harrington s'est avancé d'un pas, sa main se rapprochant des menottes à sa ceinture. « C'est moi la loi ici. Ce que je dis, ça se fait. Vous partez maintenant, ou vous êtes arrêtés. » Madame Kelvin et Rashad ont parlé en même temps, incrédulité dans la voix. « Arrêté pourquoi ?» Harrington n'a pas scié. Pour désobéissance et manque de respect envers un agent de l'ordre. C'est à ce moment-là que Frank Castillo, le propriétaire de Rosie's Diner, a compris ce qui se passait et a quitté le comptoir. Frank Castillo tenait ce dîner depuis 18 ans. En 18 ans, il avait vu à peu près tout ce qu'un propriétaire de diner peut voir. Des disputes de fin de nuit, des demandes en mariage au petit matin, des gens qui fednappent de bonnes nouvelles, d'autres qui encaissent de mauvaises. Il avait appris quand intervenir et quand rester en retrait. Et là, en voyant l'agent Todd Harrington debout au-dessus de 2 clients, une main sur ses menottes, Frank a su qu'il devait intervenir. Il s'est approché en essuyant ses mains sur son tablier par réflexe, même si elles n'étaient pas sales. Il s'est arrêté à quelques pas de la banquette et a regardé Harrington d'abord, puis Kelvin et Rashad, puis Harrington. « Agent, qu'est-ce qui se passe? Je suis le propriétaire. Vous créez un trouble dans mon dîner. » Kelvin a parlé immédiatement, calme mais ferme. « Cet agent nous harcèle. Il est arrivé et a exigé nos pièces sans aucune raison. Maintenant, il nous dit qu'on doit partir ou qu'on sera arrêté. » Harrington s'est tourné vers Frank, expression dure et défensive. « Ces deux-là préparent quelque chose, possiblement contre votre dîner. Peut-être même un braquage de banque. Je fais juste mon boulot, mais il complique. » Frank a regardé Kelvin et Rashad. Ils étaient assis, leur petit déjeuner encore sur la table, désormais intact. Café qui refroidissait, toast qui durcissait. 2 hommes qui avaient une conversation calme avant que tout ça commence. Il a regardé Harrington. « Agent, on dirait que vous n'avez aucune preuve concrète. Ce que vous dites ne suffit pas pour les mettre dehors, et ça peut même être faux. » La voix de Harrington est devenue coupante. « J'ai reçu un appel d'un client. Quelqu'un dans ce dîner les a signalés, donc j'agis là-dessus. Vous feriez mieux de m'aider à leur dire de partir, sinon ça va poser un gros problème, même pour vous. » Frank a tenu bon. Il avait déjà géré des clients difficiles. Il avait déjà vu des policiers qui pensaient pouvoir imposer leur poids partout. Il n'allait pas laisser ça devenir ce que ça n'avait pas besoin d'être. « Je ne vais pas chasser des clients qui payent sur la base d'un biais. Point. À moins qu'ils veuillent en partir, je ne peux rien faire. » Harrington s'est rapproché, assez près pour que Frank voie la colère monter. « Alors vous feriez mieux de vous taire et de me laisser faire mon boulot. » Frank n'a pas reculé. « Là, c'est vous qui troublez mon diner. Vous devez partir. » Harrington l'a fixé longtemps, froidement. Mais ce genre de regard fait pour mettre les gens mal à l'aise et les faire taire. Puis, il a parlé lentement,
chaque mot pesé. Taisez-vous ou je vous arrête aussi pour entrave aux opérations de police. Frank a senti la menace le frapper. Il avait 52 ans et n'avait jamais été arrêté. Il n'avait pas envie de commencer aujourd'hui. Il a reculé d'un pas, les mains encore accrochées au tablier. Il s'est tu. Mais il n'est pas parti. Il était resté assez près pour voir ce qui allait suivre. Et Harrington s'est retourné vers Kelvin et Rachad. Sa main est revenue aux menottes. Il les a déclipsées et les a levées pour qu'ils les voient. « Debout, partez maintenant, ou je vous menotte, et je vous traîne dehors. » Kelvin a regardé Rachad. Rachad a regardé Kelvin. Ils comprenaient tous les deux. On était sortis du raisonnable, du légal, de tout ce qui aurait dû se passer dans un dîner un mardi matin. Ça allait devenir une arrestation illégale, enregistrée sur la caméra piéton d'Harrington et sur les téléphones d'au moins 6 clients qui filmaient ouvertement. Rachad a parlé en premier, voix stable, mais chargée d'une patience qui venait de se terminer. « Agent, vous faites une erreur. » Harrington s'est rapproché de la banquette. « La seule erreur ici, c'est vous deux qui pensez pouvoir me manquer de respect et vous en tirer. Debout. » Kelvin a secoué la tête lentement. « On ne va nulle part. » Harrington a tendu la main vers le bras de Kelvin, et c'est là que Kelvin et Rachad ont bougé en même temps, pas pour résister, pas pour se battre. Avec des gestes lisses, maîtrisés, de professionnels, ils ont glissé la main dans leur veste et ont sorti leur badge. Kelvin a levé le sien en premier, voix claire, assez forte pour que tout le dîner l'entende. Détective Kelvin Price, Charlotte Police Department. Les divisions stupéfiants. Rachad a levé le sien une demi-seconde après. Détective Rachad Monroe, Charlotte Police Department, division stupéfiant. Ils ont tenu leur badge bien visible. Les écussons dorés accrochaient la lumière des néons du dîner. Nom et numéro lisibles pour qui voulait regarder. Harrington s'est figé. Sa main était encore en suspens près du bras de Kelvin. Les menottes dans l'autre main. Son corps à mi-chemin d'un geste qu'il ne pouvait plus finir. Son visage a traversé plusieurs expressions en 2 secondes. Confusion, incrédulité, choc, puis cette réalisation lente et malade de quelqu'un qui regarde sa carrière s'effondrer en temps réel. Le diner est devenu silencieux. Frank Castillo a fixé les badges, puis Harrington, puis les badges. Les clients ont gardé leur téléphone levé, continuant de filmer. La serveuse près du comptoir s'est couvert la bouche des 2 mains. L'homme âgé au comptoir avait arrêté de manger. Et il regardait la scène comme un accident au ralenti. Kelvin a repris, calme, mais avec une arête nouvelle. « On est sous couverture, en service, et vous venez d'essayer de nous arrêter pour avoir pris le petit déjeuner. » Rachad a ajouté, en regardant Harrington droit dans les yeux. « Tout ce que vous venez de faire est sur votre caméra. Chaque mot, chaque menace, chaque exigence illégale. » Harrington a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Il a essayé encore, et les mots se sont bousculés. « Je ne savais pas. Vous auriez dû le dire dès le début. » L'expression de Kelvin n'a pas changé. On vous a dit qu'on prenait juste le petit déjeuner. On vous a dit que vous n'aviez aucune cause probable. On vous a dit que vous violiez nos droits. Vous n'avez pas écouté. Rachad s'est penché légèrement en avant, badge toujours levé. Vous étiez déjà aveuglé par votre préjugé. Et vous avez vu 2 hommes noirs français et vous avez décidé qu'on était des criminels. Vous n'aviez pas besoin de preuves. Vous n'aviez pas besoin de raison. Vous aviez juste besoin qu'on soit noir. Harrington a regardé autour de lui, comme s'il cherchait quelque chose pour rendre la scène à nouveau logique. Il a regardé Frank, qui le fixait avec un mélange de colère et d'incrédulité. Il a regardé les clients, téléphones en l'air. Il est revenu sur Kelvin et Rachad. « C'est un malentendu, dit, a-t-il tenté, la voix plus faible, défensive. Kelvin a secoué la tête. « Non, c'est du profilage racial, et votre chef va en entendre parler. » Rachad a pointé la caméra piéton accrochée à l'uniforme d'Harrington. « On va exiger ces images, chaque seconde, et on va s'assurer que tout le monde voit exactement ce que vous avez fait. » Frank a enfin parlé, voix serrée, colère contrôlée. «
Je vous ai dit qu'il ne faisait rien de mal, et vous m'avez menacé de m'arrêter pour avoir défendu mes propres clients. » Harrington s'est tourné vers Frank, a essayé de répondre, mais Frank l'a coupé. « Vous êtes entré dans mon dîner et vous avez traité 2 clients qui payent comme des criminels à cause de la couleur de leur peau. Et quand j'ai essayé de vous dire que vous aviez tort, vous m'avez menacé. » Les mains de Harrington tremblaient maintenant. Les menottes étaient toujours dans sa main. Inutile. Et juste le rappel de ce qu'il était à 2 doigts de faire. Il a insisté. Je répondais à un appel. Je faisais mon travail. Kelvin l'a interrompu. Froid, précis. Votre travail, c'est protéger et servir. Pas harceler des gens innocents. Pas violer des droits constitutionnels. Pas menacer d'arrestation sans fondement légal. Rashad s'est levé de la banquette, badge toujours visible. Partez. Maintenant, avant que ça n'empire encore. Harrington a regardé les 2 détectives, puis Frank, puis les téléphones qui filmaient toujours. Il a reculé d'un pas, puis d'un autre. Visage pâle, mâchoire serrée. Il avait l'air d'un homme qui venait de comprendre à quel point il avait mal calculé. Il s'est retourné et a marché vers la porte sans dire un mot. Il a poussé la porte et est sorti dans la lumière du matin. Le dîner est resté silencieux quelques secondes, puis Kelvin s'est rassis, a posé son badge sur la table et a regardé Rashad. « On dépose plainte dès qu'on a fini le petit déjeuner ?» Rashad a hoché la tête. « Et on exige la vidéo de la caméra. » Frank s'est approché, main crispée sur son tablier. « Je suis désolé que ça se soit passé ici. » Kelvin a levé les yeux vers lui. « Ce n'est pas ta faute, Frank, mais on va avoir besoin de ta vidéo de sécurité, et on va avoir besoin des noms de ceux qui filmaient. » Frank a hoché la tête. « Tout ce qu'il vous faut, je vous le donne. » Dehors, l'agent Todd Harrington était assis dans sa voiture de patrouille, main sur le volant, fixant droit devant lui, sachant que tout ce qu'il venait de faire était enregistré et qu'il n'y avait aucune façon de l'effacer. Kelvin et Rashad ont fini leur petit déjeuner en silence. Les œufs étaient froids, le toast dur, le café amer. Ils ont mangé quand même, parce que partir aurait ressemblé à laisser Harrington gagner quelque chose qu'il ne méritait pas. Les autres clients avaient rangé leur téléphone, mais la tension n'avait pas quitté la pièce. On les regardait encore, on digérait encore ce qu'on venait de voir. La serveuse leur a rempli le café sans demander. Frank est passé 2 fois pour vérifier s'ils allaient bien. Quand ils ont terminé, Kelvin a sorti son téléphone et a passé l'appel qu'il avait en tête depuis l'instant où Harrington avait franchi la porte. 2 sonneries. Une voix familière. « Capitaine Morrison. »« Capitaine. Oh, c'est le détective Price. Je dois signaler un incident impliquant l'un de nos agents. » Silence à l'autre bout. Puis la voix de Morrison, plus concentrée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Kelvin a détaillé, clairement, précisément, l'appel auquel Harrington avait répondu, l'exigence de pièces sans cause probable, les menaces d'arrestation, le commentaire « votre genre », la menace contre le propriétaire, les menottes, et le moment où lui et Rashad avaient dû sortir leur badge pour empêcher Harrington de les traîner dehors. Il a précisé que tout était sur la caméra piéton d'Harrington et sur plusieurs vidéos de clients. Il a demandé que les images soient sécurisées immédiatement. Morrison a écouté sans interrompre. Quand Kelvin a fini, un long silence. « Vous êtes en train de me dire que l'agent Harrington a tenté d'arrêter 2 détectives parce qu'ils prenaient le petit déjeuner. » « Oui, monsieur. Et il ne vous a reconnu ni l'un ni l'autre ? » « On est sous couverture, capitaine. On ne l'affiche pas. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il a vu 2 hommes noirs français, et il a supposé qu'on était des criminels. Il a violé nos droits du 4e amendement. Il a menacé une arrestation illégale. Il a menacé un civil, propriétaire d'un commerce. Et il a fait tout ça parce qu'il fonctionne au biais, pas à la preuve. » La voix de Morrison s'est tendue. « Vous êtes où, Mila ?»« Toujours au dîner, Rosie's, 5th Street. On collecte les informations des témoins et on demande la vidéo de sécurité. Restez sur place. J'envoie les affaires internes.
et je retire Harrington de la patrouille immédiatement. Kelvin a raccroché et a regardé Rachad. Les affaires internes arrivent. Morrison le retire de la rue. Rachad a hoché la tête. Bien, parce que ça ne s'arrête pas là. Frank est revenu avec une clé USB dans la main. Les images de sécurité de ce matin. Tout. On le voit entrer, marcher droit vers votre table et tout le reste. Kelvin a pris la clé. Merci, Frank. On va avoir besoin d'une déclaration officielle de ta part aussi. Frank s'est assis au bord de la banquette. Je vous donnerai tout ce qu'il faut. Il m'a menacé de m'arrêter pour avoir défendu mes propres clients. Jamais un flic ne m'a fait ça en 18 ans. Rachad a sorti un carnet. Raconte-moi exactement ce que tu as vu. Frank a raconté toute la scène de son point de vue. Harrington au-dessus de la table, l'approche de Frank, l'accusation sans preuve, la tentative de désescalade, la menace d'arrestation pour entrave. Sa voix était stable, mais une colère sourde vibrait dessous. Colère d'être intimidé dans son propre commerce. Colère d'avoir vu 2 clients traités comme des criminels pour rien d'autre que la couleur de leur peau. Au moment où Frank finissait, 2 enquêteurs des affaires internes, en civil, ont franchi la porte. Kelvin et Rachad se sont levés pour les accueillir. La suite a été professionnelle, méthodique, rigoureuse. Déclaration de Kelvin, Rachad et Frank. Coordonnées de 6 clients ayant filmé. Récupération de la clé USB. Confirmation que la vidéo de la caméra piéton de Harrington avait déjà été signalée et sécurisée. L'un des enquêteurs a regardé Kelvin après la collecte. « Ça va remonter tout en haut, tu le sais, hein ?» Et Kelvin a hoché la tête. « Parfait, ça doit. » Les enquêteurs sont repartis. Kelvin et Rachad sont restés 20 minutes de plus pour relire leurs notes, s'assurer qu'ils avaient tout consigné. Quand ils ont enfin quitté le dîner, Frank les a accompagnés à la porte. « Désolé que vous ayez eu à subir ça ici, » a dit Frank doucement. Kelvin lui a serré la main. « Tu as fait ce qu'il fallait, Frank. Beaucoup seraient restés silencieux. » Frank a secoué la tête. « Je n'allais pas le laisser vous chasser d'ici pour rien. Ce n'est pas comme ça que je tiens mon établissement. » Rachad a serré la main de Frank à son tour. « On va faire en sorte que ça n'arrive plus à personne. » Frank les a regardés monter dans leur voiture banalisée et partir. Il est resté un instant dans l'encadrement de la porte, puis il est retourné à l'intérieur pour nettoyer la banquette où 2 détectives avaient été harcelés pour avoir pris le petit déjeuner. Le soir même, les vidéos ont commencé à circuler. Des clients ont posté les séquences avec des légendes comme « Un flic tente d'arrêter des détectives sous couverture parce qu'ils sont noirs » et « Agent raciste menace le propriétaire du diner pour avoir défendu ses clients ». Dans les premières heures, les vidéos ont été partagées des centaines de fois. Le lendemain matin, elles dépassaient 2 millions de vues. Le nom de Todd Harrington était tendance. Le Charlotte Police Department préparait déjà un communiqué qu'il savait insuffisant. Kelvin et Rachad ont déposé des plaintes formelles dans la foulée. Ils ont exigé une enquête complète sur la conduite d'Harrington. Ils ont demandé un examen de son dossier et de son historique de plainte. Ils ont demandé la vidéo de la caméra piéton, pas seulement pour cet incident, mais pour chaque contrôle effectué par Harrington au cours des 2 dernières années. Et ils ont été clairs, ce ne serait pas étouffé. Parce que si ça pouvait arriver à 2 détectives, 2 hommes avec des badges, une autorité, l'institution derrière eux, alors ça arrivait à des gens qui n'avaient rien de tout ça. Des gens qui ne pouvaient pas sortir un badge pour arrêter la scène. Des gens qui se faisaient arrêter, qui se retrouvaient avec un casier, dont la vie était perturbée parce qu'un agent voyait leur couleur de peau et inventait le reste. Et Kelvin était assis dans sa voiture devant le commissariat après avoir déposé la plainte, main sur le volant, regard fixé droit devant. Rachad l'a regardé. « Ça va ?» Kelvin a hoché lentement la tête. « Oui, mais on n'a pas fini. » Rachad a acquiescé. « Même pas prêt. » La viralité est arrivée plus vite que prévu. À la fin de la semaine,
la vidéo de l'agent Todd Harrington exigeant des pièces d'identité, menaçant d'arrestation, et puis se figeant quand les détectives ont sorti leur badge, avait dépassé 15 millions de vues sur plusieurs plateformes. Tous les grands médias ont repris l'histoire. Les titres s'écrivaient tout seuls. Un agent tente d'arrêter des détectives sous couverture pour avoir pris le petit déjeuner. Menaces de menottes contre des détectives noirs français dans leur propre département. Vidéo virale, confrontation raciste à Charlotte. Le Charlotte Police Department a publié un communiqué en moins de 48 heures, qualifiant l'incident de profondément préoccupant et promettant une enquête complète. Ça n'a rien ralenti. Le public voulait des réponses. Tout de suite. Todd Harrington a été placé en congé administratif le jour même où les vidéos ont explosé. L'enquête des affaires internes a avancé vite parce que la preuve était écrasante. La caméra piéton montrait tout, la demande illégale, les menaces. Liée la phrase « votre genre », la tentative de virer 2 détectives d'un dîner sans autre raison que la couleur de leur peau. Son dossier a été examiné en détail, et ce que les enquêteurs ont trouvé a aggravé le reste. En 5 ans, 3 plaintes formelles liées à des contrôles biaisés racialement, toutes classées sans conséquence. Le schéma était indéniable. 3 semaines après l'incident, Todd Harrington a été licencié. Les conclusions officielles indiquaient qu'il avait violé la politique du service sur le respect de la Constitution, démontré un schéma clair de conduite discriminatoire et proféré des menaces d'arrestation sans justification légale. Il avait 29 ans, 5 ans de service, et aucune autre agence de l'État ne voulait le recruter. Son nom était désormais attaché à l'un des exemples de profilage racial les plus partagés, filmés et diffusés. Mais Kelvin et Rashad ne se sont pas arrêtés à son licenciement. Ils ont déposé une plainte fédérale au civil contre Harrington et contre le Charlotte Police Department. La plainte accusait Harrington de détention illégale, violation des droits du 4e amendement et discrimination raciale. Elle visait aussi le service pour manquement, n'avoir rien fait malgré un schéma documenté de conduite biaisée et plusieurs plaintes dans le dossier. Frank Castillo a déposé sa propre plainte. Il avait été menacé d'arrestation pour avoir défendu ses clients et voulait, lui aussi, une responsabilité claire. Ses avocats ont soutenu qu'Harrington avait abusé de son autorité, violé les droits de Frank et créé une situation hostile dans un commerce privé sans aucun fondement. Les avocats de la ville ont évalué les éléments: caméra piéton, vidéo de sécurité, déclaration de témoins, dossier disciplinaire. Ils ont décidé de transiger plutôt que d'aller au procès. Et là, ils savaient qu'aucun jury ne se rangerait du côté d'un agent qui tente d'arrêter 2 collègues pour avoir pris le petit déjeuner. Les accords ont été finalisés en moins de 6 mois. Frank Castillo a reçu 500 000 $. Kelvin Price et Rashad Monroe ont reçu un règlement combiné de 900 000 $ qu'ils ont intégralement reversé à des organisations de défense des droits civiques fournissant une assistance juridique aux victimes d'abus policiers. À la suite de l'affaire, le Charlotte Police Department a mis en place des réformes majeures: formation obligatoire sur les biais, nouveau protocole imposant qu'un superviseur valide et justifie tout contrôle d'identité sans cause probable claire, création d'un comité civil indépendant pour traiter les plaintes de profilage et audit trimestriel des caméras piétons pour repérer les schémas discriminatoires avant qu'ils ne dégénèrent. Aux 3 autres agents avec des historiques de plaintes similaires à celui de Harrington ont été discrètement retirés des patrouilles et réaffectés. 5 ans plus tard, Kelvin Price et Rashad Monroe travaillent toujours à la division stupéfiants. Ils font toujours des missions sous couverture. Ils font toujours le travail que beaucoup ne font pas. Et ils prennent toujours le petit déjeuner chez Rosie's Diner, presque chaque mardi. Frank Castillo garde leur banquette habituelle, et il y a une petite pancarte sur le mur derrière le comptoir. Tout le monde est le bienvenu ici, sans exception. Todd Harrington n'a plus travaillé dans les forces de l'ordre depuis son licenciement. Il a essayé de faire appel 2 fois. 2 fois, il a été débouté. Son nom est encore l'un des premiers résultats quand on cherche des exemples de profilage racial et de police filmée.
l'affaire est devenue un cas d'école utilisé dans des académies de police à travers le pays. On la montre en formation comme une démonstration nette de ce qui arrive quand un agent fonctionne à l'hypothèse plutôt qu'à la preuve. La leçon est simple, répétée à chaque session. Le biais coûte cher. Il coûte des carrières. Il coûte la crédibilité. Il coûte des millions. Et surtout, il coûte aux gens leur dignité. Kelvin et Rachad ont fait une promesse après l'accord. Ne jamais laisser ce qui leur est arrivé être enterré. Parce que si 2 détectives avec badge et autorité pouvaient être traités comme des criminels pour un petit déjeuner, alors ça arrivait tous les jours à des gens qui n'avaient pas le pouvoir de se défendre. Et ils continueraient à se battre jusqu'à ce que le système n'ait plus le choix que de changer. Si vous pensez que 2 détectives devraient ne pouvoir prendre leur petit déjeuner sans être menacés d'arrestation à cause de la couleur de leur peau, partagez cette histoire. Quelle réforme? Et selon vous, chaque service de police doit-il appliquer pour empêcher le profilage racial? Écrivez votre réponse en commentaire. Et si cette histoire vous rappelle que les badges ne protègent pas du biais, mais que l'accountability peut l'arrêter, abonnez-vous. On ne s'arrêtera pas tant que chaque agent n'aura pas compris que les suppositions détruisent des vies, des carrières et la confiance.